Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission pour revenir sur toute l'actualité rugby du samedi, 19h, 20h, avec Jean-Baptiste Elissal, avec Philippe Spanghero. Au sommaire, les résultats bien sûr de la 6e journée, le débrief de ce multi notamment. On reviendra sur la victoire bonifiée de Pau face à Bayonne. Thomas Domingo sera notre invité. Et puis on ira un petit peu en Angleterre avec un des héros du jour, Anthony Bello. Avec lui on parlera bien sûr de son exil à Northampton et également du match du soir, Clermont-Toulon. Coup d'envoi 21h. Vous pouvez nous appeler bien sûr 0826 300 300. C'est parti pour une heure au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Merci de nous rejoindre. Si vous nous rejoignez, on est ensemble depuis 14h30. Et depuis 14h30, que s'est-il passé? Beaucoup de choses sur la planète ovale. 6e journée du top 14. Pau a battu Bayonne 47-24, victoire bonifiée pour les Palois. Victoire sur le fil du Stade Français face à La Rochelle 26-24. Lyon s'est défait de Perpignan 44-19, bonus offensif. Victoire du Racing 32-25 face à Montpellier. Victoire de Castres à Montauban 32-28, bonus défensif. Les conséquences, Cyprien Bétou, au classement. Les principaux enseignements de ces résultats, c'est que la section paloise et le Stade Français sont co-leaders avec 19 points, suivi du Loup 18 points, du Racing 92 17 points, Bayonne passe 5e 16 points et Castres monte à la 6e place avec 15 points. Je rappelle que ce soir le match en retard, ce sera Clermont face à Toulon et demain le Stade Toulousain face à Bordeaux qui ont déjà des matchs en retard, notamment pour Toulon en bas du classement, et donc c'est Montauban 13e avec 3 points et Perpignan qui ferme la marche 0 points parce que 6 matchs, 6 défaites. Oui, on en a parlé il y a quelques instants avec les supporters. Jean-Baptiste Elissal est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste et bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Jean-Baptiste, et voilà, on a rappelé les résultats. Est-ce qu'il y a un résultat que tu veux mettre en avant, ou un scénario peut-être? Le scénario, on va pas aller chercher très loin, c'est le Stade Français face à La Rochelle, dans un pur match de top 14, avec beaucoup d'intensité, mais de l'intensité combattue uniquement, pas trop courue, et la mêlée du Stade Français qui a été trop bonne, très bonne. Est-ce qu'elle a été certainement meilleure que celle de La Rochelle, ou est-ce que celle de La Rochelle qui était un peu faible, notamment du côté droit? Je ne sais pas, certainement un peu des deux, mais voilà. Et un scénario, La Rochelle marque à la 77e, sur le coup d'envoi, il y a une mêlée, et la mêlée du Stade Français explose celle de La Rochelle, et Carbonel met les 3 points de la victoire. Mais La Rochelle a montré un meilleur visage quand même que la semaine dernière. En termes d'état d'esprit, c'est sûr. Juste 2 points que tu soulèves. D'abord, est-ce que l'essai de Djegou, où il y a eu un appel vidéo pour peut-être, on va dire, et certains supporters du Stade Français ne sont pas forcément favorables à ça, mais est-ce que le ballon était sorti du ruck sur la sortie de camp de Paul Abadi, qui a été surpris par Le Garec qui lui a chippé le ballon quasiment dans les pieds, et ensuite c'est Djegou qui a conclu donc pour remettre le Stade Rochelais devant. Est-ce que pour toi cette décision arbitrale était justifiée, Jean-Baptiste? Oui, sans aucun doute. On voit bien, il y a un plan qui est très clair à la télévision, vu de derrière. On voit bien que le ballon sort, il est quasiment 50 cm en dehors du ruck, et Le Garec a bien fait de monter. Bon, voilà. Derrière, sur la mêlée, rien à dire aussi sur la supériorité. Ça mérite une pénalité, cette pénalité qui fait quand même basculer le match? Vous savez, sur l'ensemble du match, l'arbitre a dans sa tête c'est un film qui déroule. Je l'avais appris ça avec Alexandre Ruiz, ancien arbitre qui avait entraîné avec moi. Et quand, sur les 4 premières mêlées du match, le Stade Français emporte les mêlées rochelaises, il le garde en tête tout ça, tout le long du match. Alors La Rochelle a fait sortir son pilier, un jeune pilier, un de 19 ans, a fait rentrer un autre. L'autre a pris quand même un carton jaune pour faute répétée. Et à la fin du match, tu sens que ça va arriver, et cette dernière mêlée, oui, La Rochelle se relève et subit, et je pense que comme il y a une petite action litigieuse juste avant, l'arbitre le met, mais pour moi l'arbitre a pas été, moi qui suis neutre sur ce match-là,
pas trop neutre, mais un peu neutre quand même. Mais l'arbitre n'a pas volé le match au Rochelet. D'accord. Donc après, Louis Carbonel fait le reste et on peut être satisfait pour le buteur parisien qui n'avait pas vécu une grande saison l'an dernier et qui en tout cas fait un bon début de saison. Philippe Spanghero, toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 résultats du multi là, Jean-Baptiste mettait en avant la victoire un peu sur le fil du Stade Français. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, je retiens le match abouti de la section paloise parce que cette équipe de Pau, elle conforte son statut dans ce top 6. Elle est venue échouer ces 2 dernières saisons de peu. On sent qu'elle gagne en maturité. On l'a vu assez maîtresse de son sujet aujourd'hui, notamment avec une bonne entame, maîtriser, être assez pragmatique sur ses temps forts, qui lui a manqué beaucoup la saison dernière à domicile où il y a eu quelques matchs rattrapés un peu en fin de match, mais une fébrilité qu'on ressentait, qu'on n'a pas vu aujourd'hui face à une grosse équipe de Bayonne qui arrivait avec l'intention de confirmer un très gros résultat la semaine dernière. Alors est-ce qu'il y a eu un peu de décompression du côté des têtes bayonnaises? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que cette équipe de la section, elle est très plaisante à voir jouer. On sent qu'il y a un collectif qui s'est densifié, un recrutement intelligent, de la densité devant qui a été trouvée. C'est ce qui manquait peut-être un peu la saison dernière encore pour franchir ce cap. Donc c'est le match que je retiens. Bon, on va en parler dans un instant avec notre invité qui sera Thomas Domingo, l'entraîneur des Avants de Pau, bien sûr. Quelques faits marquants quand même, Cyprien, notamment la première victoire à l'extérieur de Castres, 32-28. Ouais, en effet, le match s'est déroulé assez bizarrement avec une première mi-temps largement à l'avantage des Castrés, avec même un bonus offensif en poche. Puis les Montalbanais on va dire, sont rentrés dans la rencontre en deuxième mi-temps et c'est un peu les Castrés qui ont lâché prise en fin de mi-temps. Ça aurait pu même basculer vers une victoire montalbanaise si les Castrés n'avaient pas mieux défendu. Victoire en effet pour les Castrés qui enchaînent 2 victoires de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis le début du championnat. Défaite frustrante pour les Montalbanais qui récupèrent malgré tout un point de bonus défensif, mais il y avait peut-être mieux à faire des 2 côtés, notamment pour les Castrés. Un bonus offensif n'aurait pas été de trop en effet pour se mettre en confiance, mais ça leur permet malgré tout avec 15 points maintenant en 6 journées d'intégrer le top 6 actuellement. Ouais, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir avant d'accueillir Thomas Domingo qui sera avec nous. C'est d'abord Jean-Bas, le 0 pointé de Perpignan après 6 journées. Il y a eu une bonne heure catalane à Lyon, mais ils ont ensuite craqué. Voilà, il y a eu des changements dans le staff. Réception de l'UBB samedi prochain. Comment tu vois les choses, toi qui as connu aussi des saisons un peu difficiles après avoir connu des belles saisons notamment. Ouais, pas facile là de relever la tête côté catalan. Si on veut voir le verre à moitié plein, on va regarder la première heure de Perpignan avec tu le sens quand même, un état d'esprit tout autre. Alors par contre, s'il faut virer 2 entraîneurs pour avoir un meilleur état d'esprit, alors il faut virer les 2 autres pour que la semaine prochaine faire 1h30. Moi, je crois que ça marche pas comme ça en fait. Bien sûr, ils ont eu du renfort. J'espère que les joueurs ont eu une petite réaction là et qu'ils en auront une belle la semaine prochaine. Je pense que Franck et son équipe ne méritent pas ce qu'ils arrivent. Ils avaient fait du très bon boulot. C'est parti du mauvais pied cette année, mais voilà. Et si tu veux voir le verre à moitié vide, t'en prends quand même encore 40 passés. Tu craques dans les 20 dernières minutes et tu reçois Bordeaux. Une équipe quand même qui va faire tourner un petit peu demain soir et qui arrivera pleine fraîcheur pour aller faire le plein là-bas comme tout le monde le fait. Donc ouais, ça risque d'être compliqué. J'espère que les coachs vont positiver sur cette première heure, que les joueurs vont s'apercevoir qu'il faut se bouger un peu plus eux maintenant, plus que les coachs, et que ça va rouler un peu mieux pour Perpignan. Mais sinon, ça risque de faire un début de saison très 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 mauvais. La chance qu'ils ont, c'est que Montauban fait quasi du surplace eux aussi, donc bon, ça jouera entre ces 2 équipes. Ouais, 0 points pour Perpignan, 2 points pour Montauban. Ça veut dire que c'est jamais la faute des coachs pour toi, Jean-Bas ? Non, j'ai pas dit ça non plus, mais je pense qu'il y a une part pour les coachs, mais aussi une part pour les joueurs. Ouais. Tu peux pas avoir cette réaction à Lyon pendant 1 heure parce que Zaza et Gérald Bastide, David Marty et Gérald Bastide sont partis ou ont démissionné ou se sont fait, voilà. Je pense que c'est la réaction, ils auraient pu l'avoir un peu avant. Alors maintenant, il faut que les joueurs prennent conscience d'eux, qu'ils se mettent derrière, s'ils ont encore la confiance de Franck, j'en suis sûr, derrière Franck Azema et qui s'y lancent à fond dans cette saison. Maintenant, perdu pour perdu, je vous dis, ils montent au banc, ils sont que 3 points devant. C'est une victoire, voilà, l'histoire peut être belle, tu bats Bordeaux ce week-end,
tu vas être dans les clous, tu repasses 13e, et puis après, il va falloir, voilà. Eux, ils ont l'habitude de jouer cette descente et cette fin de tableau, mais il faut qu'ils se réveillent très vite. Et d'ailleurs, juste, je te coupe 30 secondes, François, un Montauban-Perpignan le 25 octobre, le samedi 25 octobre, à Montauban, à Sapiac, lors du multiplex. Voilà, après la première parenthèse européenne, voilà, on termine la semaine prochaine un bloc de 7 matchs. Tu as vu du orange, tu as vu du rouge, toi, aujourd'hui, Quentin Cabanis, qui suivait Montauban-Castres. Moi, j'ai complété la collection, j'ai eu les 3 cartons aujourd'hui. Ça avait démarré à la 7e minute avec Staniforce qui avait pris un carton orange qui a pénalisé les Castrés, mais finalement pas tant que ça en termes de scoring, puisque sous ce carton orange, les Castrés ont inscrit 2 essais, un essai par Huleux et un autre par Teddy Durand. Et puis on a vu le carton rouge de Vihiga qui là aussi n'a pas finalement handicapé les Montalbanais, puisque c'est là où ils ont le mieux joué. Le carton a été reçu à la 51e minute et puis les Montalbanais ont inscrit des essais à la 62e, à la 70e et à la 77e minute. Donc voilà les infériorités numériques qui ont été plutôt bien gérées de la part des équipes, ou c'est l'inverse, la supériorité numérique qui a été très mal gérée de la part des deux effectifs. Ouais, et Philippe, moi je disais hors antenne, je disais à Cyprien et Quentin, bon, de toute façon, on verra plus de carton rouge. Et les Vihiga, il prend un carton rouge pour un plaquage. Disons que s'il célèbre pas derrière, il y a peut-être pas le rouge. C'est bon signe que les arbitres arrivent quand même à prendre encore leurs responsabilités sur ce genre d'action. Mais moi, j'ai une question pour Jamba là, sur ce scénario de match, mais ça se répète quand même. Quel regard tu portes sur l'évolution dans le rugby moderne, parce que ces dernières saisons, vraiment, on sent que l'infériorité numérique, elle est plus vraiment un frein pour les équipes, que ça fait moins basculer les situations de jeu qu'il y a quelques saisons. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je pense qu'il y a 4-5 ans, les coachs, moi je sais que j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'avais regardé que ça se passait à peu près presque 2, et quelques tous les 3 matchs. C'est-à-dire qu'il y avait au moins des périodes, tous les 3 matchs, il y avait au moins 2 périodes où tu étais à 14, voire même des fois 13. Et on développait des scénarios à l'entraînement. Alex Ruiz, encore une fois, qui était un ancien arbitre, m'avait veillé là-dessus, de donner aussi une bonne image à l'arbitre. Quand on vient de prendre un carton, l'arbitre nous a un peu dans le viseur. Et là, il faut passer 5 minutes où on doit être très très propre pour pas accumuler les fautes et en rajouter. Donc on travaillait, et je pense que beaucoup d'entraîneurs travaillent sur ces périodes un peu faibles, avec un jeu peut-être un peu plus restrictif, ou en tout cas limité sur la largeur du terrain, c'est-à-dire 2 tiers terrain à peu près, d'une touche à l'extérieur du deuxième poteau, vous voyez, avec comme si on jouait sur un mini terrain avec 20 mètres de moins sur les côtés, et en limitant le nombre de possessions trop longues, parce que c'est là où tu te fragilises souvent et tu peux prendre des contres, et en ayant un jeu au pied, une des possessions très adaptée qui est plutôt longue dans le terrain avec un rideau, voilà, et puis tu arrives à modeler avec ton fond de terrain en passant en 14-1, 14-1 et demi, voilà, pour essayer tu contestes plus les rugs par exemple. Donc je pense que tout le monde s'y est un peu adapté, et puis c'est devenu ça arrive tellement souvent en fait que je crois que ça perturbe plus non plus les joueurs qui se démobilisent à ce point-là. Voilà, et c'est un petit peu technique en tout cas, mais on a compris l'idée, Jean-Bart. Je pense à bien sûr tous nos auditeurs qui adorent le rugby, mais c'est intéressant de voir que ce sont des scénarios travaillés, comme tu l'as expliqué, et on comprend mieux aussi pourquoi on résiste mieux. Mais en tout cas, le rouge qu'on pensait complètement oublié est toujours présent. Il y en a eu 2 aujourd'hui, un pour Vérag du côté de Créteil, et un à Montauban pour Vihiga. Voilà, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec notre premier invité dans Au cœur de la mêlée. Vous êtes les bienvenus, vous aussi, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission rugby pour faire le point sur ce samedi qu'on a vécu ensemble sur Sud Radio depuis 14h30. On est avec Jean-Baptiste Elissal, notre consultant Sud Radio, ancien joueur, ancien entraîneur, ancien international, bien sûr, et qui décrypte bien sûr tous ces matchs avec beaucoup de précision. Philippe Spanghero avec nous également, Cyprien Bétou, toute l'équipe Sud Radio, Quentin Cabanis, bien sûr, Thibaut qui est là, supporter du Stade Français, qui est resté avec nous, et on est heureux d'accueillir Thomas Domingo, entraîneur des avants de la section paloise, victorieuse 47-24 et surtout leader du top 14. Alors pas d'enflammade, c'est qu'après 6 journées j'imagine, mais quand même il doit y avoir une pointe de satisfaction ce soir, Thomas, après ce succès bonifié face aux voisins bayonnais. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bah oui, forcément
Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien de gagner encore aujourd'hui avec 5 points, donc c'est important pour la suite du championnat. Alors oui, certes, c'est vrai qu'on est qu'à la 6e journée, c'est toujours ça de prix, c'est important pour la suite des choses, mais le championnat est encore long. Jean-Baptiste Elistal avec nous, notre consultant. Forcément, j'imagine qu'il y a un petit truc que tu as vu qu'on n'a pas vu, nous, Jean-Baptiste. Oh, mais là tout le monde l'a vu en tout cas, parce que aujourd'hui il y a eu 3 ballons portés mis derrière la ligne par les Palois. De mémoire, il y en avait eu 2 contre le Stade Français, ce qui n'est pas rien, puis peut-être 1 ou 2 qui traînent par là, donc ça fait presque 2 ballons portés mis derrière la ligne par match, d'où la question que je vais poser. Bien sûr que Pau, sur les années précédentes, était un peu, entre guillemets, décrié sur sa densité physique. Et la question que je voulais poser à Thomas, bonjour d'abord Thomas, c'était de savoir si vraiment l'accent avait été mis sur cette phase de jeu, entre guillemets, ces phases de jeu avec la mêlée, puisque tu t'entraînes devant à l'intersaison, pour pouvoir exister un peu mieux dans le top 14. Oui, forcément, on a travaillé beaucoup dessus sur l'intersaison. On a fait un gros focus avec l'entraîneur des avants, l'autre entraîneur des avants, Thomas Chauveau. On a mis un accent là-dessus. On a fait un stage un peu. On s'est délocalisé à Lourdes, à côté de Pau, pour faire un mini stage, on veut dire, que sur le jeu d'avant, sur la conquête, où on s'est centré beaucoup là-dessus. On met des gros accents sur les entraînements et durant la semaine pour essayer d'être le plus performant, parce qu'aujourd'hui, si on veut exister dans notre championnat qui devient de plus en plus rude et de plus en plus serré, il faut essayer d'avoir un pack qui peut être dominant et qui surtout arrive à inscrire des essais sur ces moments-là. Donc c'est vrai que dès qu'on arrive à rentrer dans le quart adverse, c'est des phases de jeu qui sont importantes et il faut arriver à scorer là-dessus. Ouais. Et la deuxième question que je voulais poser à Thomas, excuse-moi François, c'était de savoir, donc pour arriver avec un peu plus de fraîcheur aussi, est-ce que le staff a pas mis l'accent aussi sur beaucoup plus de jeux au pied que vous ne le faisiez par le passé? Non, parce que justement, c'est pour arriver avec un peu plus de fraîcheur. On va dire que c'est plutôt le contenu des semaines et la manière de fonctionner avec nos joueurs actuellement qui font que il faut être intelligent, doser comme il faut nos séquences d'entraînement, parce que la saison est longue et harassante, et il faut arriver à gérer ça comme il faut. Bon, est-ce que tu es un entraîneur de la mêlée satisfait, toi, sur ton point technique ce soir, Thomas ? Oui, je suis satisfait, même si je pense qu'il y a quelques pénalités peut-être qu'on aurait pu éviter, donc on va dire à demi satisfait. Jamais satisfait un coach, Thomas? Non. Bon. Non, jamais, surtout sur le secteur de la mêlée, il faut savoir rester humble et se remettre en question, parce que c'est un secteur qui change rapidement tous les week-ends et il faut savoir avancer avec ça. Philippe Spanghero avec Thomas Domingo, notre invité, entraîneur des avants de la mêlée paloise. Ouais, salut Thomas, bravo pour ce début de saison. Je parle régulièrement de la section et quelque part du succès de sa stratégie et de sa vision, parce que ça fait plusieurs saisons qu'il y a une volonté de faire évoluer la formation du cru, et on voit que ces joueurs aujourd'hui ils prennent de l'expérience, ils ont pris le leadership et ça vous sert à regarder vers le haut. On a eu plusieurs joueurs et puis dirigeants, et notamment Fabien Grosboiry la semaine dernière, qui nous disait que en fait il sentait vraiment pas de pression de la part du staff. Quelque part on a l'impression que tout est mis en place de votre côté pour enlever totalement la pression à ces joueurs qui gagnent en expérience. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre du côté du staff, une vraie volonté de préserver vos joueurs et quelque part d'absorber vous toute cette pression-là? Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est surtout Sébastien Piccheroni qui absorbe tout ça et qui s'occupe de relâcher, on va dire, la pression au niveau des joueurs et lui l'encaisser un peu plus. C'est vrai qu'on a une génération de joueurs qui sont arrivés avec nous depuis quelques années, qui ont évolué et qui explosent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de satisfaisant. C'est un projet qui a été mis en place quand Sébastien est arrivé au sein de la section paloise et qui aujourd'hui, ça met toujours un petit peu de temps, mais qui aujourd'hui commence à payer avec encore des joueurs qui explosent un petit peu cette saison.
Et deuxième question rapide, tu as connu d'autres clubs. C'est vrai que la réussite de ce club de la section, c'est cette capacité à rester focus sur un objectif moyen-long terme, même avec la pression de saison, notamment il y a 3 saisons où c'était vraiment risqué sportivement et où la direction a maintenu sa confiance au staff, etc. Est-ce que tu ressens quelque chose de différent dans ce club par rapport à cette vision au temps long qui n'est pas trop impactée finalement par le très court terme? Mais écoute, oui, forcément aujourd'hui, ça a été un parti pris de la part de la direction du club de miser sur ce projet-là et aujourd'hui on commence à en récolter les fruits. Donc je pense que le club va continuer un peu sur cette démarche-là pour aller de l'avant et continuer à développer ces jeunes joueurs en pleine explosion. Cyprien Bétou avec Thomas Domingo, notre invité. Bonsoir Thomas. On l'a vu dans les tribunes aujourd'hui, Julián Montoya, le capitaine de l'Argentine qui a signé à la section pour 2 ans. Qu'est-ce que tu attends de ce joueur, 115 sélections avec l'Argentine? Qu'est-ce que tu attends de lui, que ce soit en mêlée, au niveau du leadership et au niveau de l'expérience et également dans les zones de combat où il est très attendu également? Ben oui, forcément, c'est le joueur d'expérience, c'est le joueur qu'on connaît tous. Avec les performances qu'il fait actuellement avec l'Argentine, ça va être un plus pour nous. Alors forcément, son expérience est apporté, on va dire, ce petit plus qui peut nous manquer sur certains joueurs et d'autant plus sur le pack de devant. Aujourd'hui, Julián est arrivé et a intégré l'équipe cette semaine, donc il arrive très humble, beaucoup à l'écoute, à la découverte du projet, de notre jeu également ouais, il arrive plutôt d'une manière, on va dire, très humble. Il est plutôt pour le moment sur une phase d'observation. On avait quand même beaucoup échangé avec lui en amont. Il était très demandeur depuis qu'il a signé à la section sur le projet de jeu, sur notre fonctionnement. On a réalisé quelques visions entre-temps avec lui. Il était demandeur de connaître nos systèmes de touche, donc de gagner un maximum de temps avant d'arriver, ce qui en dit long un peu sur l'homme qu'il est et sur la volonté d'apporter au club. Thomas Domingo, tu es corrézien, voilà, mais tu as passé quand même, outre ta formation, tu as surtout passé du temps à Clermont avant de terminer ta carrière à Pau, quand tu étais joueur. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le Clermont que tu as connu, la SM, et la section paloise là, qui se construit petit à petit? Oui, il y a une certaine similitude, on va dire, dans l'environnement déjà du club, à faire confiance à des jeunes. Où à l'époque, moi, quand j'ai attaqué avec Clermont, on était nombreux jeunes à sortir du centre de formation et avoir notre chance chez les pros. C'est ce qui se passe un peu à la section paloise. Il y a aussi l'environnement. Une ville qui est à l'échelle humaine, qui vit énormément en rugby, avec un public qui pousse de plus en plus fort et qui suit de plus en plus le rugby, alors qu'il le suivait déjà, mais qui touche un peu plus de monde. On le voit encore à l'image aujourd'hui. Alors certes, c'était un derby, mais le stade était bondé, les supporters étaient chauds, et ça me rappelle un peu l'époque à Clermont. Donc il y a beaucoup de similitudes entre ces deux clubs. Ouais. Eh bon, on te souhaite en tout cas la même réussite et la même évolution. Ça passera aussi par l'affrontement contre Toulouse le week-end prochain. Voilà, c'est l'un des rendez-vous que vous aurez à vivre avec la section paloise. Ce sera le samedi à 21h. Voilà, au Hameau. Merci Thomas Domingo d'avoir été avec nous, avec Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero et toute l'équipe. C'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite. Ça te manque pas trop, Égletons quand même en Corrèze? Un petit peu, moi j'y retourne quand même de temps en temps. J'ai encore toujours un petit pied-à-terre là-bas où je retrouve un peu mes parents et ma famille. Bon, donc, super. Je m'arrête quand je prends la route de Clermont. Bon, super. Vive la Corrèze et Égletons notamment. Merci Thomas Domingo. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant, pour parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. C'est le salary cap. Tiens, on entend parler que de ça. L'éclairage dans un instant de Philippe Spanghero, de toute l'équipe. À tout de suite sur Sud Radio. François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission rugby du samedi soir, 19-20h, avant bien sûr de se projeter sur le match du soir. Le match du soir, c'est Clermont-Toulon. Évidemment. Et on aura un ancien Clermontois, un ancien Toulonnais, en la personne d'Anthony Bello, qui est en plus auteur d'un très bon début de saison avec Northampton, un doublé même pour lui aujourd'hui. Bon voilà, dans quelques minutes, on est avec Jean-Baptiste Elissal, on est avec Philippe Spanghero bien sûr et toute l'équipe Sud Radio. Et forcément, Philippe, ravi de t'avoir avec nous, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet qui brûle toutes les lèvres en ce moment, en tout cas dès qu'on ouvre une page ou une rubrique rugby quelque part, c'est le
Le salary cap, on a l'impression que personne n'est satisfait, ni les clubs, parce qu'il y a une forme d'inégalité d'un club à l'autre. Il y a un plafond pourtant, 10,7 millions de masse salariale, mais les joueurs sont pas contents. Antoine Dupont est monté aussi au créneau, rejoint par Greg Aldrit, Mathieu Jalibert. Bref, ça fait parler et c'était l'occasion de faire un point. Pas facile de faire répondre aussi les gens qui sont en charge de ces organismes de contrôle, c'est normal. Mais voilà, que penses-tu du débat actuel ? Y a-t-il d'abord le plafond est-il trop bas pour les clubs, et deuxièmement, les joueurs sont-ils lésés ? La première question, et puis ensuite on ira demander à Jean-Bas son avis. Le plafond est-il trop bas ? Alors c'est une question délicate parce que forcément je vais aller un peu à l'encontre des joueurs. Si on raisonne en économie globale, je crois que le rugby français particulièrement a besoin de voir quelle est sa place dans le monde. Il y a un leadership du rugby français qui a été pris dans le monde du rugby d'un point de vue de son économie qui est assez flagrant. Le salaire moyen d'un joueur de rugby de top 14 est bien supérieur à tous les autres championnats du monde, à part quelques exceptions d'internationaux sud-africains et néo-zélandais, parce qu'il y a la prise en charge d'une partie de leur salaire par leur fédération. Mais à côté de ça, les salaires moyens du rugby français sont bien supérieurs à ce qui se passe dans le monde du rugby. Donc ça amène une deuxième question. La question de dire, est-ce que finalement on a besoin quelque part de continuer cette surenchère entre nous, en sachant que les joueurs n'ont pas vraiment d'offres ailleurs mieux disantes. Parce que quand on voit malgré tout qu'on reste sur une économie assez fragile, pourquoi se faire la guerre entre nous finalement, alors qu'on est déjà bien plus fort que les autres ? Ça, c'est une première question, et ça, la Ligue se l'est posée cette question, puisque on a décidé, ce qui est très dur, c'est jamais facile de faire marche arrière, on a décidé de baisser le salary cap sur 2 saisons consécutives, et on est revenu à 10,7 millions. Alors ça, c'est la règle pour tout le monde, mais après, vous avez un potentiel de dépassement par joueur en fonction du nombre d'internationaux. Et c'est ce que reprochent pas mal de clubs à Toulouse, alors indirectement, en disant mais vous avez pris le lead avec un nombre d'internationaux important, et du coup c'est vous qui avez le plus gros montant de dépassement de salary cap possible, et du coup vous serez toujours en avance parce que vous avez la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs. On rappelle que pour un joueur international qui est appelé en équipe de France et qui est dans les listes comme ça, c'est 180 000 euros par saison de supplément de possibilité de dépassement de salary cap pour son club dans la masse salariale du club donc concerné. Une équipe comme Toulouse, puisque c'est quand même le Stade Toulousain qui est souvent pointé du doigt sur ce dispositif, c'est 1,8 million de possibilité de dépassement du salary cap. Donc ça, c'est une question. Donc moi, pour répondre à ta question, je pense que cette volonté d'avoir essayé de rabaisser un peu le salary cap et de l'avoir positionné à 10,7 millions, à l'échelle du monde du rugby, c'est une décision raisonnable et qu'on n'a pas vocation à remonter là-dessus. Donc ça, c'est la première réponse. Philippe, pardon, j'étais sur autre chose. Philippe, la question c'est, est-ce que là c'est des internationaux qui montent au créneau ? On est d'accord que si on change de salary cap, ça va changer la vie de quoi ? 10, 15 joueurs maximum ? La globalité du top 14 et des joueurs du top 14 ne sont pas du tout concernés par ce que demandent là Jalibert, Aldrit ou encore Dupont. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien où est le débat, honnêtement, ces joueurs-là, ils ont pas tort dans l'analyse qu'ils en font. Mais encore une fois, juste rappelons l'analyse. En gros, Antoine Dupont, il dit je peux pas bénéficier de droits d'image, en tout cas de contrat avec des sponsors du club, parce que sinon, ça fait partie de la masse salariale du club. Donc, du coup, c'est reverser ce montant. Par exemple, s'il gagne 20 000 avec un sponsor, enfin, on va dire 100 000 avec un sponsor, mais ça s'ajoute à la masse salariale du club. Donc, du coup, ils se sentent, on va dire, contraints. C'est exactement ça, mais je répète ce que j'ai dit il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'on a un salary cap manager qui fait un boulot extrêmement difficile, puisqu'il est un peu seul contre tous. Il est le garant quelque part de l'équilibre de notre modèle, et en fait, on a adapté des règles dans le rugby français pour essayer de répondre à des cas d'école. Et malheureusement, on a vécu une époque dans le rugby français où les présidents de clubs rivalisaient d'inventivité
pour contourner le salary cap. Et donc c'est quoi les rivalités, c'est-à-dire des paiements offshore? C'est allé très loin. Il y a eu une époque où un joueur sud-africain a été payé en tête de bétail en Afrique du Sud. Ils ont su aller très très loin dans l'originalité, certains présidents. Et donc le salary cap manager, avec toutes ces remontées d'informations, il a essayé de mettre en place une règle qui soit la plus large possible, parce que certains clubs avaient vraiment des possibilités de détournement de salary cap par une multitude de sociétés, et donc ils ont dit tout ce qui est en lien direct avec le club en termes de sponsor, on considérera que c'est réintégré dans le salary cap, parce qu'il y a une autre règle que le grand public connaît pas et qui explique pourquoi ça concerne que très peu de joueurs, cette problématique. C'est la différence entre le droit d'image individuel et le droit d'image collectif. C'est-à-dire que un sponsor qui achète l'association d'image au Stade Toulousain, au Stade Français, à partir de 3 joueurs, il bénéficie de l'image collective. C'est-à-dire qu'il peut dire au Stade Français, je veux faire une campagne de communication, vous me trouvez 3 joueurs et je m'associe à l'image du club à travers ces joueurs. Le problème, c'est que vous avez des têtes d'affiche comme Romain Ntamak, comme Antoine Dupont, qui sont tellement forts que les sponsors disent non mais moi je suis partenaire du Stade Toulousain, mais à côté je veux lui. Et donc ça concerne combien de joueurs, cette problématique du droit d'image individuel pur? Une petite quinzaine. Je comprends que Mathieu Jalibert monte au créneau parce qu'il est concerné, Antoine Dupont bien sûr, Romain Ntamak aurait pu monter au créneau, on ne l'a pas entendu, il est concerné, mais voilà. Et donc mon inquiétude, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une discussion à mener avec ces joueurs-là, en prenant une règle, en disant voilà, il y a quelques joueurs qui ont le potentiel à titre individuel d'avoir des revenus très élevés, est-ce qu'on ne peut pas avoir un regard un peu particulier? Une exception en gros pour eux. Une exception, mais c'est aussi difficile parce que ça ouvre la boîte de Pandore, mais parce qu'à côté de ça, changer la règle générale pour ces joueurs-là, ça revient à fragiliser notre modèle. Et aujourd'hui, je le répète, quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre ces dernières saisons, etc., cette volonté de la Ligue nationale de rugby d'avoir un regard et une volonté très forte d'encadrer ce salary cap, ben pour moi clairement ça permet aujourd'hui de voir ce qu'on voit au classement, c'est-à-dire d'avoir des équipes comme Pau en haut du tableau, comme Bayonne, et quelque part si on veut que notre produit soit fort dans le monde, il faut qu'il y ait une vraie incertitude sportive. Voilà. Je voulais me tourner quand même vers Jean-Baptiste Elissalde, parce que ce qu'on entend quand on est comme ça, quand on navigue un peu dans le rugby, c'est en gros, nous on triche pas. Voilà, quand on discute avec certains du top 14, donc est-ce que c'est 10,7 millions d'encadrement de la masse salariale, ce fameux salary cap dont on entend parler, donc qui contraint chaque club, est-ce qu'il est vraiment respecté, ou y a-t-il encore des gens qui le contournent, qui achètent des têtes de bétail, je ne sais où? Jean-Baptiste, toi qui es au cœur du réacteur, est-ce que tu peux nous dire, ou en ce moment tu es un peu à côté du réacteur, mais tu es quand même un peu au cœur du réacteur? Ouais. Non, j'en ai. Et puis pour la parenthèse, pardon Jean-Baptiste, mais on l'a vécu quand même, enfin directement, on a eu ce type de discussion à l'époque quand le sujet commençait quand même. Ouais, on entend beaucoup de choses. Il y a eu une période, comme l'a dit Philippe, où c'était avéré et du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait être payé en appartement, racheter quelques années à la fin de son contrat, etc., etc. Il y avait des comptes qui étaient un peu partout à l'étranger, donc du bétail ou autre. Je crois qu'aujourd'hui tout est rentré à peu près dans l'ordre. Je crois que sans me tromper aussi, le fait d'avoir un supplément de salary cap pour un joueur international, c'est s'il a sa première sélection dans son club. C'est ça, Philippe ? Alors non, c'est pour le club où il a sa première sélection. C'est-à-dire que par exemple, si il est formé, il fait 5 ans à Clermont, mais qui connaît sa première sélection au Stade Français, c'est le Stade Français qui bénéficiera de Oui, exactement. D'accord. Là où il a sa première sélection. Exactement. Donc, d'un point de vue sportif, il faut très bien détecter ou très bien former. Et l'avantage de laisser ce salary cap à une valeur médiane, là où tout le monde s'y retrouve, c'est que tu vois sur le terrain la ligne de 3/4 de Pau, avec 3 ou 4 jeunes Français. Tu vois cet après-midi dans un club comme le MHR, qui n'a pas été réputé pour ça, Massibaka, Duguid, Huila, Karl Martin, Arthur Vincent Leninouchi, des mecs formés au club, qui sont susceptibles d'avoir leur première sélection aussi. Et je pense que ça fait monter le niveau moyen de tous les joueurs, et notamment de nos jeunes joueurs français, avec la règle des gifs, et que l'équipe de France s'en porte mieux. Donc est-ce que pour 10 ou 15 joueurs, comme on a dit, c'est vrai qu'il y a Antoine, Romain, Bielbiarré bientôt, etc., on peut remettre tout en question? Je ne le pense pas. Est-ce que on peut
faire des passes droits. Alors après, ça va être où la limite. Alors ouais, mais Biel Biarré, c'est pas encore une superstar comme Antoine, mais bon, bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Je comprends le discours de Jalibert et d'Antoine Dupont aujourd'hui, qui sont exprimés. Je le conçois, puisque c'est leur gagne-pain. Ils veulent se mettre à l'abri le plus possible. Mais je pense qu'il y a autre chose à trouver que de toucher à ce qui a fait le bien du top 14 dans les dernières années et ce qui a fait monter notre niveau général et notamment le niveau de l'équipe de France. Sachant que actuellement, depuis mardi, la Ligue et les présidents sont en train de discuter justement de ce salary cap, comment on va entre guillemets le borner pour les prochaines saisons. Pourquoi certains qui semblaient généreux par moment, je pense notamment au président du Racing et propriétaire Jackie Lorenzetti, aujourd'hui ils militent pour un abaissement du salary cap. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont changé d'optique. Il a vu quelque part qu'à part ce titre de 2016, sa politique a pas fonctionné comme il le souhaitait. Aujourd'hui, on voit que le Racing a pris un parti pris très différent et que sportivement il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a plein d'exemples, comme le disait Jamba, de clubs qui sont allés très fort dans la volonté d'investir dans la formation et qui en retirent les fruits. Et puis au-delà de ça, c'est une vision à moyen terme aussi, en se disant de toute façon aujourd'hui l'économie elle est fragile. Donc quel intérêt avec la règle des gifs dont parlait Jamba, qui a permis aujourd'hui de retrouver un niveau de l'équipe de France tel qu'on le connaît, parce que c'est le combo des deux pour moi qu'il faut saluer, c'est-à-dire cette augmentation annuelle du nombre de gifs sur les feuilles de match, avec cette règle assez contraignante du salary cap qui sert notre équipe nationale. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vision commune. C'est naïf de dire ça, mais in fine, quelque part, on a besoin que le produit soit homogène, parce que bien sûr, on dit qu'on est le meilleur championnat du monde, mais à côté, on voit que le rugby anglais a été en fragilité, sauvé par sa fédération qui indirectement réinjecté de l'argent en faisant des contrats à des joueurs. Vous avez le rugby écossais, gallois qui réfléchit à enlever des provinces parce qu'ils arrivent même plus à faire vivre 3 ou 4 provinces à l'échelle de pays qui sont des pays forts du rugby. Donc se dire que nous, entre nous, on va se faire de la concurrence et créer une bulle spéculative dans le monde et créer un peu un ovni, je vois pas vraiment l'intérêt. Oui, effectivement. On reviendra bien sûr tout au long de cette journée, mais c'est vrai que aussi, pas de cette journée, tout au long de la saison sur ces sujets, bien sûr, à vous tenir au courant. Merci pour cet éclairage, Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissal, bien sûr. Dans un instant, Anthony Bello sera avec nous. Justement, il est en Angleterre. On lui posera aussi une petite question sur ça. Mais d'abord, sur sa performance, parce que Northampton a battu Leicester en Angleterre. Et il n'y est pas pour rien, notre Frenchie Anthony Bello. On va en parler dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Studio au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous au 0826 300 300 au cœur de la mêlée, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero bien sûr, toute l'équipe Sud Radio. Ravi d'accueillir à notre micro le Frenchie de la saison. C'est Anthony Bello, parti de Clermont à Northampton et visiblement qui se plaît chez les Saints. Bonsoir Anthony. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend très bien, super, merci d'être avec nous parce que il n'y a pas si longtemps tu étais sur la pelouse du Franklin's Garden à Northampton pour un match au sommet contre Leicester, victoire 32-26. Et si j'ai bien suivi, tu as inscrit 2 essais, hein, Cyprien, tu confirmes. C'est ça, 2 essais alors qu'il est rentré à la 43e minute de jeu et Anthony a marqué un premier essai à la 50e et un deuxième essai à la 60e. Incroyable, Anthony, comme match. C'est un bon début de saison pour toi, Anthony. Ouais, non, c'est cool. Franchement, on a des bons résultats, ça fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans cette équipe et surtout aujourd'hui, c'était le derby face à Leicester et donc tout le monde en parlait un petit peu toute la semaine. On sentait qu'il y avait beaucoup d'excitation et tout, donc c'était important parce que l'année dernière ils avaient fait une contre-performance, donc on avait un peu coché ce match et ouais, c'est cool d'avoir obtenu la victoire. Ouais, après avoir donné la victoire la semaine dernière, je crois que c'était contre Gloucester, si ma mémoire est bonne. Philippe Spanghero pour Anthony Bello. Ouais, salut Anthony. D'abord bravo, on voit que l'acclimatation a été rapide. On t'avait eu juste avant ton départ la saison dernière avec quelques questions, forcément un peu d'appréhension. Sur cette façon d'appréhender le rugby, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant dans ton nouveau club des Saints ?
Bah, je pense que c'était un peu, on a tous un peu l'image du rugby anglais, très structuré, très professionnel, assez physique aussi. Il y a beaucoup de rythme et donc, en fait, j'étais pas tellement surpris par quoi que ce soit, mais plus ça a confirmé un petit peu mes attentes. Et c'est vrai que on s'oppose un petit peu nos deux cultures, français et anglais. On a des façons différentes de jouer au rugby et de voir le rugby d'évoluer. Donc, non, franchement, pas de grande surprise, mais juste, voilà, je peux que confirmer tout ce qu'on pense et en tout cas. C'est un super environnement, j'ai été très très bien accueilli et c'est un club qui est très familial, qui est porté sur le jeu et voilà, je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans cette nouvelle aventure. Bien accueilli malgré le fait que tu sois français et donc voilà on rappelle quand même cette finale de Champions Cup entre Northampton et l'UBB qui s'est pas très bien terminée. On parlera tout à l'heure de ton équipier Pollock. Jean-Baptiste Elissal, peut-être question pour Anthony Bello. Ouais, salut Anto. Bon, déjà très heureux pour toi. Il fallait le franchir ce cap. C'est pas donné à tout le monde de changer de championnat, de partir loin de ses bases. Donc très très heureux pour toi et ton début de saison. Moi, c'était plus sur les méthodologies d'entraînement. Le rugby, les matchs, on les voit. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est les entraînements. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses qui, par rapport à Clermont ou ce que tu as connu à Toulon ou ailleurs, change beaucoup dans la façon d'aborder l'entraînement? Alors les journées sont un peu différentes, pas énormément. Après ça reste un petit peu du rugby, un peu comme partout, mais c'est vrai que on a des journées assez condensées où en fait on enchaîne un petit peu tout. On a souvent en France par exemple, on peut avoir quand on fait des doubles journées, une sorte de pause au milieu avec le repas du midi où on aime bien voilà passer du temps à table, discuter, à faire une petite sieste et puis après repartir. Ici j'ai trouvé qu'on a plutôt des journées assez condensées avec plein de des petits ateliers d'esquisse, des choses comme ça. Il y a aussi une grosse culture de la préparation physique. Donc on a une longue pré-saison, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a eu le temps de le faire aussi parce que c'est vrai qu'en France on a des pré-saisons qui sont plus courtes, donc il faut compresser, il faut voir le rugby, le truc, la prépa. Et donc ouais, c'est beaucoup de petits ateliers, beaucoup de clarté, de choses qui se font en marchant, mais par contre quand les mecs mettent le mode voilà, on s'entraîne à fond, il y a beaucoup de rythme, c'était très précis et il y a aussi la différence avec la France, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire à la maison. On n'a pas tellement de retours vidéo, on en a quelques-uns, mais ça se fait beaucoup à la maison et donc avec les logiciels de vidéo, il faut bosser un petit peu à la maison aussi et se préparer pour l'entraînement du lendemain. Donc il y a quelques trucs comme ça qui sont un peu différents de la France. Ouais, pour l'instant, tu es passé donc de Clermont à Northampton, tu étais avant à Toulon. Météorologiquement parlant, comment tu te sens, Anthony, pour l'instant en Angleterre? Tu montes vers le froid, là. Écoute, quand même. je me sens, plus ça va, plus je monte au nord. Je suis parti de Toulon, j'ai fait Clermont et maintenant je suis à Northampton. Je sais pas où je vais arriver après, mais non, après ça va. Je pense que quand t'es passé par Clermont, après tu peux voyager un peu plus sereinement. Ça aurait été un peu plus brutal si j'avais fait Toulon directement à Northampton, mais ça va. J'ai pris peur fin août, là il a commencé à pleuvoir, à raccourcir les journées, mais ça a été juste un mauvais passage. Pour l'instant, on en profite encore un petit peu, mais les mecs m'ont dit t'inquiète pas, à partir de mi-octobre, tu verras plus le soleil. Donc écoute, on y arrive et je vous dirai. C'est rassurant. Comment s'est passée l'intégration au niveau de la langue aussi, parce que tu as fait toute ta carrière en France, là tu arrives, tu as que des coéquipiers qui parlent anglais. Comment ça s'est passé au niveau même des combinaisons, de l'improvisation sur le terrain? Comment vous communiquez, comment vous vous trouvez? Alors c'est vrai que j'appréciais déjà parler beaucoup. J'ai toujours aimé parler avec les étrangers qu'on pouvait croiser en France. Il y en a eu beaucoup aussi quand j'étais à Toulon, quand j'ai commencé, où il n'y avait pas forcément encore le système du GIF et tout. Et donc toujours voulu échanger avec ces personnes-là pour essayer de m'enrichir personnellement, que ce soit artistiquement ou humainement. Donc on va dire que j'avais un petit bagage anglais. Sur le côté rugby, il y a aucun problème parce qu'on le fait déjà en France et on est déjà amené à échanger avec les étrangers en club. Par contre, c'est vrai que sur la vie de tous les jours, les sujets du quotidien, etc., ils ont un peu leur façon de parler qui leur est propre du quotidien, un peu comme nous en France. Et donc là, au début, je me suis dit bon, il va falloir reprendre un peu les bases, il va falloir se remettre un peu le nez dedans. Donc il y a certaines choses qu'on apprend, les mots du quotidien qu'on apprend pas forcément à l'école avec l'anglais basique, mais bon, petit à petit, on se fait aux accents, on discute avec les gens, et puis bon, ils savent aussi que on n'est peut-être pas forcément très
très très fluide, donc ils font aussi l'effort. Mais bon, ça va. Globalement, on s'en sort, ça va. Bon, et j'imagine qu'aussi sur la philosophie du rugby, toi qui est quand même, on va dire, tourné vers l'offensive, tu aimes ça aussi. T'es tombé dans la bonne équipe comme en Angleterre, qui est d'abord leader après 3 journées, un nul de victoire. Donc aujourd'hui 32-26 face à Leicester. Mais j'imagine que sur la philosophie du jeu, t'es bien tombé. Ouais, non, franchement, je prends beaucoup de plaisir. C'est une culture un peu différente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas forcément. Il a fallu aussi prendre en compte certaines choses. Et c'est vrai que souvent, par exemple, je sais pas, un truc, on est beaucoup basé sur les lancements de jeu. Les lancements de jeu sont vraiment quelque chose de culturel ici à Northampton. Donc il faut qu'on soit performant. On a des joueurs très rapides et tout, donc on essaie d'utiliser un maximum nos forces là-dessus. Et après, dans le jeu, c'est vrai que le championnat fait aussi que du coup, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de pression du résultat, dans le sens où ici, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Donc c'est vrai que peut-être on peut avoir un peu plus de liberté dans le jeu, dans le choix des lancements. Et des fois, par exemple, sur un lancement dans notre moitié de terrain, ou en France, par exemple, on aura peut-être plus tendance à prendre moins de risques, à mettre du jeu au pied. Ici, des fois, on a envie de lancer le jeu, quoi. On essaie de sortir du camp, mais par la main aussi. Donc, ne pas tout le temps utiliser le jeu au pied. Et c'est vrai que Northampton fait partie de ces clubs qui aiment jouer au ballon, déplacer le ballon, mettre du mouvement. Et donc, franchement, c'est hyper enrichissant. C'est une autre façon, des fois, d'évoluer, de jouer au rugby. Et c'est très plaisant parce que, du coup, c'est porté sur l'offensive. Et en tant que numéro 10, je ne peux que être ravi de ça. Ouais, juste quand même, vous avez marqué, j'imagine, sur le tableau, là, vous avez tout le calendrier de toute la saison, le déplacement à Bordeaux le 11 janvier en Champions Cup ou pas, Anthony ? Je pense que ça va venir tout seul. J'ai entendu un petit peu des histoires sur cette précédente finale, mais bon, ça va être un super challenge. Ils sont très curieux du rugby français, de comment ça se passe dans les stades. Ils ont quand même quelques échos de notre championnat, et donc forcément les deux affiches qui du coup seront en France, à Pau et à Bordeaux. Ils posent pas mal de questions, comment est le stade, comment ça va se passer, etc. Et donc je sens qu'il y a quand même pas mal d'excitation qui va arriver tout doucement et qui sera là le jour du match. Ouais. Anthony, ce soir il y a Clermont-Toulon, 2 de tes anciens clubs en France. Comment tu vois cette rencontre, et allez, ton cœur il balance pour qui alors? Pardon, ça a coupé, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, j'ai pas entendu la question. Alors, je te disais, comme par hasard, je te disais que ce soir c'était Clermont-Toulon, 2 de tes anciens clubs qui s'affrontent. Comment tu vois le match, et ton cœur il balance pour qui? Agen. Très bonne question. Question piège. Non, je suis beaucoup le top 14 depuis que je suis parti, même plus qu'avant, je dirais. Et pour avoir vécu le match des deux côtés, c'est toujours un match qui a une saveur particulière, notamment après la dernière décennie, avec on connaît toutes les finales, tous les matchs serrés qu'il y a pu avoir. Et que ça soit des deux côtés, c'était toujours une affiche pour cocher dans la saison. On sait que ça tient beaucoup à cœur aux supporters de gagner ce match, et donc c'était toujours des matchs très engagés, très physiques. Donc j'imagine que ce soir ça sera évidemment la même chose dans un Michelin qui sera sans doute à guichet fermé, je ne sais pas, mais bon, il va y avoir évidemment une grosse ambiance. Donc je pense que comme tous les ans ça va être très très serré, et après qui c'est qui gagne, que le meilleur gagne. Il se mouille pas. Voilà. Et tu vas le regarder ou le suivre? Alors je suis un petit peu les matchs. J'ai la chance de pouvoir les regarder aussi à la télé avec les chaînes françaises et tout. Donc évidemment que je suis les matchs, et ce genre de rencontres, je les coche, et j'ai pas envie de les louper, quoi. Donc voilà, on a des copains, mais tu vois, on va les manger en ville, mais je le mettrai sur mon téléphone, je le cacherai, et puis je suivrai en discret, tu vois. Merci Anthony Bello d'avoir été avec nous, leader du championnat d'Angleterre, numéro 10, Frenchie de la Premiership. Dans un instant, champion avec Frédéric Brindel, magazine du sport et du business, et puis on se retrouve 21h avec Guillaume Bonnor pour Clermont-Toulon. Merci Jean-Baptiste, et merci Philippe d'avoir été avec nous. On se retrouve demain 18h, Jean-Baptiste, pour au cœur de la mêlée numéro 2. J'aurai tout vu. Allez, bonne soirée, champion à suivre. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.